Bonjour mesdames et messieurs, pendant 30 minutes, vous verrez ce qui fait tourner la Côte d'Ivoire et le monde. Tout d'abord, les titres de cette édition. C'est ce lundi 10 septembre que les élèves reprennent le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Et ils y resteront 32 semaines pour un total de 1320 heures de cours. Thème retenu pour cette année, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Nous parlerons aussi agriculture dans ce journal. À Bondoukou, les producteurs de noix de cajou vivent une situation assez difficile. En même temps qu'ils sont heureux de leur production qui est conforme à leurs attentes, ils ont du mal à l'exporter. Conséquence, certains d'entre eux se tournent vers l'illégalité. Le nouveau gouvernement malien compte 32 membres contre 36 dans l'ancienne équipe. La liste a été publiée hier soir à Bamako. Le président et son premier ministre ont choisi des membres de la majorité présidentielle, de la société civile et au moins une personne proche des groupes armés. Ce lundi 10 septembre, c'est la rentrée des classes, le premier jour de l'année scolaire 2018-2019. Pour donner le top départ de cette rentrée, Kandia Camara s'est rendue au groupe scolaire Adjien dans la commune de Cocody. La ministre de l'Éducation nationale a échangé avec élèves et parents. Le compte-rendu de Grace Kando. Groupe scolaire Adjien dans la commune de Cocody. Il est un peu plus de 7 heures. Pour ce premier jour de la rentrée scolaire, certains élèves sont accompagnés de leurs parents. Le devoir pour un parent, quand même, pour un premier jour, c'est d'accompagner son enfant. Pour l'encourager. Pas parce qu'il a peur, mais pour l'encourager. Je suis contente de retrouver mes amis après les vacances. J'ai bien travaillé cette année pour passer au CM1. 8 heures, le démarrage des cours dans cette classe de CE2. Nous avons décidé de faire une révision avec les enfants pour les mettre à niveau. Comme ils sont allés en vacances, ils ont oublié beaucoup de choses. Il faut les mettre dans le bain. En attendant l'emploi du temps, le véritable emploi du temps de cette année. Ici, l'heure est à la prise de contact avec les élèves. Sur un effectif de 36 élèves, nous avons 36 élèves en classe de CE1 qui sont présents. Je viens d'être affecté dans cette école, donc c'est la première fois que je rencontre différents élèves. Donc je vais apprendre d'abord à les connaître individuellement. 9 heures, la ministre de l'Éducation nationale fait son arrivée dans cet établissement. Les enfants sont rassemblés pour le salut aux couleurs. La ministre effectue ensuite une visite dans les salles de classe pour encourager les élèves. Occasion pour elle de lancer un appel aux parents pour une plus forte implication dans l'éducation de leurs enfants. Que les parents nous aident à aider leurs enfants, qui sont aussi les nôtres. Ce qu'on vous demande, quand les enfants sont à la maison, il faut les encourager à étudier, c'est important. Le maître ou la maîtresse fait ce qu'il peut ou ce qu'elle peut. Elle donne les cours. Mais l'enfant doit réviser ces cours-là. L'enfant doit faire des exercices. Et comme ça, s'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, quand il revient le lendemain, il peut poser la question à son maître ou alors à sa maîtresse. Ce que nous vous demandons, c'est de suivre les enfants à la maison. Pour cette année scolaire 2018-2019, ce sont 7 millions d'enfants qui sont attendus et le thème retenu est « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Ça, c'était à Cocody. La rentrée scolaire 2018-2019, les enfants démunis de la commune d'Abobo sont parés à l'affronter. Ahmed Bakayoko vient de leur remettre des kits scolaires. Les veuves de la commune ont également bénéficié du soutien du ministre d'État, représenté à l'occasion par son directeur de cabinet civil. Elles ont reçu des enveloppes en ce début d'année scolaire. Le témoignage d'Éric Goré. Les populations démunies d'Abobo, soulagées par le ministre Ahmed Bakayoko, représenté par son directeur du cabinet civil. En cette rentrée scolaire 2018-2019, ces enfants défavorisés ont réussi des kits scolaires pour leur permettre d'aborder en toute sincérité cette rentrée scolaire. Il y avait beaucoup de familles démunies à Abobo. Et vu la rentrée scolaire qui arrive, comment aider ces familles à prendre en charge ces enfants? Donc l'idée nous est venue tout de suite de rendre compte au ministre
et puis pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider ces démunis et ces veuves pour scolariser les enfants. Ce geste du ministre Ahmed Bakayoko ne s'est pas arrêté aux remises de kits scolaires aux élèves. Les veuves de cette commune ont reçu des enveloppes pour subvenir à leurs besoins. Le ministre a jugé utile d'apporter son soutien, d'apporter une marque de solidarité à l'endroit des enfants en leur distribuant des kits scolaires, mais aussi de soutenir des veuves. Cette action est saluée par les populations d'Abobo. C'est un soulagement pour toute la population d'Abobo Centre, et particulièrement les familles, les veuves qui ont reçu, n'est-ce pas, ces perdièmes, et les kits scolaires aussi, que des familles démunies ont été donc soulagées cet après-midi. C'est un homme d'abord qui est généreux, c'est un homme de contact avec le peuple. Et Abobo, aujourd'hui, après une grande crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, Abobo a besoin de quelqu'un qui dégage beaucoup de chaleur. Ce sont plus de 1000 élèves qui ont bénéficié de ces kits scolaires et 200 veuves qui sont reparties avec des enveloppes. Ce lundi 10 septembre marque donc le début de la rentrée scolaire 2018-2019. Après quelques semaines de vacances, les élèves reprennent ce matin le chemin de l'école. D'autres le prendront pour la toute première fois de leur vie. Les cours ont débuté, comme vous le voyez ici à Boaké, à 7 h du matin. La rentrée est donc effective sur l'ensemble du territoire national. Quelle est donc l'ambiance qui a prévalu sur place à Boaké en cette journée de rentrée des classes? La réponse avec nos confrères de RTI Boaké dans nos prochaines éditions. Et voilà pour le chapitre rentrée des classes. Nous y reviendrons tout au long de la journée. Avant l'ouverture du Forum mondial des télécommunications organisé par l'Union internationale des télécommunications à Durban en Afrique du Sud, s'est déroulée hier la rencontre entre les ministres dans 18 des 18 pays membres de l'Alliance Smart Africa et le comité de pilotage de cette alliance. Il s'agissait de faire le point des différents projets menant à une Afrique aux villes intelligentes, rendre Internet accessible à tous, renforcer l'engagement des États membres et le renforcement des infrastructures Internet. L'Alliance Smart Africa, c'est un réseau qui a pour ambition de rapprocher le secteur privé et les gouvernants africains autour des enjeux de l'accès à Internet en Afrique. Abidjan 2020 en perspective. La Côte d'Ivoire organise en 2020 le 27e congrès ordinaire de l'UPU. Vendredi dernier, le 2e congrès extraordinaire de l'Union postale universelle a refermé ses portes à Addis Abeba. Une réunion à l'échelle mondiale qui a permis à la Côte d'Ivoire d'affiner sa position en faveur d'une meilleure implication des États pour un secteur postal plus fort, un secteur qui emploie plus de 5 millions de personnes dans le monde et qui est aujourd'hui en pleine mutation face aux défis des TIC. Franck Quadio est à Addis Abeba pour RTI 1. Ce n'est pas une pause café ordinaire, c'est une journée dédiée à la Côte d'Ivoire, à ce 2e congrès extraordinaire de l'Union postale universelle d'Addis Abeba. La Côte d'Ivoire organisatrice du 27e congrès ordinaire en 2020 à Abidjan. C'est pour nous l'occasion aussi de réaffirmer la volonté de la Côte d'Ivoire de travailler au succès de l'organisation de l'UPU, du congrès de l'UPU en 2020. Donc en marge de ce congrès, nous avons eu beaucoup de rencontres avec les différentes structures de l'UPU même. Aussi, on travaille sur des projets, nous avons signé l'ICOM Africa, mais aussi nous avons rencontré d'autres pays. À la clôture du congrès, c'est l'occasion pour le chef de la délégation ivoirienne, le ministre de l'économie numérique et de la poste, de réaffirmer la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour la réussite du congrès 2020. Et pour cela, Addis Abeba a servi de joute préparatoire, une échéance matérialisée par cette signature de convention entre l'Union postale universelle et la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé des questions de politique générale en matière de développement secteur de la poste. D'autres thématiques concernant l'investissement ont été aussi débattues. Donc, un partage d'expérience et puis de perspectives. Mais en marge, nous travaillons sur le succès du pays en 2020. Préparer donc en 2020, mais aussi consolider les acquis lors des discussions. La délégation ivoirienne n'a pas manqué d'affirmer sa volonté de faire de la poste un secteur névralgique et pourvoyeur d'emplois. Il y a une loi en 2013 qui montre la volonté au plus haut niveau de faire de la poste ce secteur, un secteur non seulement de renforcement de la cohésion sociale, mais aussi de développement économique.
Il y a eu d'autres textes aussi qui créent un environnement favorable au secteur privé. Donc le texte des PPP, le texte aussi sur la transparence, le texte lié aussi au NTIC. Abidjan 2020 en ligne des mires donc. Les 192 pays représentés à cette tribune se sont mis d'accord sur les fondamentaux. Le extraordinaire a permis d'adopter le plan d'intégration des produits qui va permettre de moderniser les portefeuilles des produits offerts par l'ensemble des postes du monde. Nous avons des difficultés sur le débat concernant la réforme des contributions au niveau de l'UPU et aussi des questions liées à la caisse de prévoyance. Mais quand même, on peut dire quand même qu'il y a eu un consensus qui a permis que le débat puisse se poursuivre et que des décisions puissent être prises au Congrès d'Abidjan. Une échéance attendue donc pour une poste engagée dans la promotion du développement socio-économique. Le secteur compte 5,3 millions d'employés actuellement, avec un réseau mondial de plus de 667 000 bureaux de poste. De retour ici en Côte d'Ivoire, intéressons-nous au secteur agricole, à la production de noix de cajou précisément. À Bandoukou, zone de forte production, les producteurs vivent une situation de contrariété. En même temps qu'ils sont satisfaits de leur production qui est conforme à leurs attentes, ils ont du mal à l'exporter. Conséquence, certains d'entre eux se tournent vers l'illégalité en allant vendre leurs noix de cajou au Ghana voisin. C'est le dossier du jour. Il est signé Eugène Atoubé du service régional de la rédaction. Voici l'une des nombreuses routes pour accéder au Ghana à partir de Bandoukou. Sur cet axe, l'on a compté 4 barrages tenus par une force mixte, dont la mission première est d'empêcher la sortie frauduleuse de l'anacarde de la Côte d'Ivoire vers le Ghana. Mais le terrain donne à voir une autre réalité déconcertante. On a appris qu'il y avait 100 camions qui devaient rentrer. Donc nous sommes venus faire un blocus avec nos véhicules venus informer le corridor où il y avait tous les corps qui étaient présentés, qu'il n'a pas laissé les camions passer. Donc, à notre grande surprise, quand les camions ont commencé à venir, ils ont tiré la S et puis chacun s'est cherché. Les forces de l'ordre qui doivent correctement faire leur travail ne disposent pas suffisamment de moyens pour le faire. Et puis il y a le désœuvrement, le chômage des jeunes. Les opérateurs économiques cupides utilisent ces jeunes gens pendant la campagne, on leur distribue un peu d'argent. Et puis ces jeunes gens s'en prennent aux forces de l'ordre quand elles font leur travail. Les hommes en tenue chargés de la lutte contre la sortie frauduleuse des noix de cajou attendent toujours de bénéficier d'un équipement adéquat en cohérence avec leur mission. La persistance du phénomène a conduit le Conseil du coton et de l'anacarde à mettre sur pied la FIM, Force d'intervention mobile, une sorte de force spéciale chargée de lutter contre la fuite de l'anacarde. Une opération baptisée Cajou Protégé a même été lancée en collaboration avec le Comité national de veille pour renforcer la lutte. Ces actions soutenues par les autorités préfectorales ont suscité beaucoup d'espoir. Espoir vite déçu. Pour bien d'observateurs, 2 raisons majeures sont à relever. D'abord, l'hostilité de ceux qui favorisent le phénomène et qui en tirent le maximum de profit. Ensuite, les difficultés liées à la commercialisation même. C'est la mort dans l'âme que nous assistons. Au moins pour cette année, enlever le produit des mains de nos producteurs et puis par la suite, pour les campagnes à venir, régler véritablement de manière durable la question de la frontière. Qu'est-ce qui se passe pour que des Ivoiriens décident d'aller vendre les richesses de nos pays aux pays voisins? Les agréments que les gens payent, les fiches de transfert, les cartes de pisteurs. Si aujourd'hui il n'y a pas de l'argent sur le terrain, le coton anacarde pouvait reverser ça aux acheteurs pour qu'ils puissent enlever ça dans la main des producteurs. En ce moment, quand ils vont avoir de l'argent, ils vont venir prendre le produit. Selon le Comité national de veille et le Conseil coton anacarde, la campagne 2018 est celle où l'on observe la plus forte recrudescence du phénomène de fuite de l'anacarde vers le Ghana ces 5 dernières années. À Tissié, porte de sortie de l'anacarde, 3 jours en moyenne dans la semaine, des colonnes de camions de 30 à 40 tonnes passent tranquillement la frontière, déchargent leur cargaison et repartent tranquilles. Nous sommes venus en pleine traite. Il y a déjà une unité qui est venue ici par rapport à sa opération à cajou protégé. Depuis
ceux qui sont là, ils n'ont même pas encore arrêté un camion. Pourtant, il y a les bruits qui courent un peu partout. Une peine de 2 à 10 ans de prison quand c'est avéré que tu fais ce trafic-là. Mais malgré ça, d'autres pensent que c'est légal. Chaque fois que les éléments des forces de l'ordre interviennent pour arraisonner des cargaisons, ce sont des jeunes gens surexcités, instrumentalisés par les trafiquants, qui s'en prennent à nos éléments des forces de l'ordre. Et souvent, pour éviter les bavures policières, nos forces de l'ordre sont obligées de baisser la garde, de se retirer. Alors, question. Le Conseil Coton-Nacarde a-t-il communiqué sur l'enjeu de toutes les mesures prises contre ce fléau et ce que paie la Côte d'Ivoire? A-t-on suffisamment mesuré l'environnement de Bondoukou et son particularisme socio-culturel? L'arrêté préfectoral en vigueur contre la fuite de l'anacarde à Bondoukou a-t-il été suffisamment expliqué dans tout son sens et toute sa portée? Les producteurs et les acheteurs et même le comité national de veille à Bondoukou ont vite fait d'épingler le conseil Coton-Nacarde, taxé d'indolence et d'inertie. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un représentant de conseil qui est venu pour comprendre le problème des paysans et qui comprend le problème des acheteurs. Il n'y en a pas. Non, il n'échange pas avec nous. Quand tu parles, il dit non, ça dépend de en haut. On ne sait pas qui est en haut, on ne sait pas qui est en bas. On a fait une réunion avec tous les préfets de la région pour qu'ensemble on trouve une stratégie commune. On va continuer toujours de sensibiliser les populations afin qu'elles comprennent la nécessité de vendre leurs produits en Côte d'Ivoire. La campagne en 2018 de la commercialisation de l'anacarde dans la région de Bondoukou est comparée à une dangereuse connexion pour toute la nébuleuse dont elle s'est couverte. Si chacun ne joue pas sa partition, on ne fait que dénoncer. Mais pour la répression, il faut les forces de l'ordre. Quand ils même nous disent qu'ils sont forcés, bon, toutes les autorités de la ville, en tout cas, elles sont au courant. On a fait des courriers, on allait les voir, on leur a dit tout, mais c'est la même chose. Nous voudrions que les effectifs soient renforcés et que des moyens conséquents, adéquats, soient mis à la disposition des forces de l'ordre pour qu'elles puissent faire correctement leur travail. Chose frappante, les parrains, si on peut les appeler ainsi, qui organisent le convoi de camions entiers vers le Ghana sont connus. Au nombre de ceux-ci, les acheteurs et les exportateurs très puissants de la filière cajou, responsables présumés de menaces, violences physiques et séquestration. Ils ont admirablement réussi à imposer la loi du silence grâce à leur méthode mafieuse. C'était un reportage de Eugène Atoubé. L'agence foncière rurale forme 1150 membres des comités villageois. Le stage a lieu à Yamoussoukro et il porte sur les procédures de délimitation des territoires des villages pour la délivrance des certificats fonciers. Un renforcement des capacités en présence des autorités administratives et politiques de la ville et de nos confrères de RTI Bouaké, Djeneba Ouattara et Charles Tatou. Après Bouaké, Daloa et Odiéné, Yamoussoukro est la 4e ville qui abrite la formation sur le foncier rural, une initiative de l'agence foncière rurale, AFOR. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au foncier rural, financé par l'Union européenne. 1150 comités villageois de gestion foncière rurale venus des régions du Bélier, de l'Agnébitiassa, du Nzi, du Béré, du Ifou, du Moronou, de l'Eau d'Ibois, de la Mé et du Sud Komoué prennent part à cette formation. Il s'agit de les outiller sur les mécanismes de la loi relative au domaine foncier rural en vue de réduire les conflits. Des comités de gestion foncière ont été créés dans tous les villages de Côte d'Ivoire et ces comités ont en charge d'organiser des conciliations entre les différents villages pour le tracer des limites entre les villages. La procédure d'application de la loi, la délimitation des territoires des villages et la délivrance des certificats fonciers sont les modules enseignés. Quant à vous, mes chers frères et sœurs bénéficiaires de cette formation, je vous adresse tous mes encouragements et vous invite à participer avec le plus grand intérêt pour qu'ensemble, nous aboutissons à un foncier rural sécurisé, fiable
et sans différent. Créée en 2016, l'Agence foncière rurale est placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le projet prévoit la formation de 4 480 acteurs de comités villageois de gestion foncière repartis dans 38 départements du pays. Évoquons à présent ce phénomène qui accourt à San Pedro, la divagation des troupeaux de bœufs dans les rues de la ville portuaire. Cela cause de nombreux désagréments aux populations quand ces bêtes, dans leur errance, ne font pas simplement des victimes. Comment ces animaux se retrouvent-ils dans les rues et pourquoi? À qui appartiennent-ils exactement et que font les autorités pour pallier la situation? Élément de réponse dans ce dossier signé Sam Conan, notre correspondant dans le Bassa-Sandra. Il est 17h, quartier Sautref, entrée nord de la ville de San Pedro. C'est l'heure de passage des bœufs. Partis le matin en pâturage, ils regagnent la ville. Et là, les véhicules doivent se conformer à ce qui est désormais la règle sur le pont qui enjambe le fleuve San Pedro. Céder le passage aux animaux. Vous savez que la circulation n'est pas tellement ça comme ça. Eux ils créent des embouteillages partout. Vous savez que même passer même là, c'est pas possible. C'est pas normal. La fois passée, la fois dernière, j'ai un ami qui est venu à San Pedro ici. Il a fait un accident ici à cause des bœufs là. Moi, j'ai un camion allait tomber dans l'eau là. Donc chaque jour, c'est comme ça. Moi, ça vient. Ça vient à 10h, il saute à 10h, il rentre à 17h. Ces bœufs, une fois dans la ville, se retrouvent un peu partout. On les observe ici, à la gare routière, sur le boulevard de la République, à la rue des Grumiers, en zone industrielle. On les retrouve même sur la piste d'atterrissage de l'aéroport. Un véritable danger. Un jour, au quartier série 6, il y a un enfant qui voulait s'amuser avec un bœuf. Les parents ne suivaient pas l'enfant. Le bœuf a soulevé ses deux pattes et tapé dans le ventre de l'enfant. Au moment où les parents cherchaient le berger qui suivait les bœufs, on n'a trouvé personne. Donc les bœufs étaient seuls. Donc la femme en a pris à ses dépens. L'enfant était vraiment mal au point. Elle était obligée de prendre son enfant pour aller à l'hôpital. La semaine passée, on a évité une catastrophe à l'aéroport. Au moment où l'avion devait atterrir, il y a un bœuf qui était sur la piste que nous avons vraiment réussi de justesse à récupérer. Interpellés sur la question de la divagation de leurs bêtes dans les quartiers de San Pedro, les bouviers expliquent le fait pour des raisons de sécurité. Les animaux, soutiennent-ils, font l'objet de vols dans la brousse. La divagation des bœufs dans la ville, les populations n'en veulent plus. Franchement, d'ici, les autorités peuvent vraiment mener une lutte pour que cela cesse vraiment. Ça a beaucoup arrangé la population de San Pedro. C'est pas normal, avec les bœufs, il y a un pont là même, comment c'est devenu? C'est pas normal. La préfecture n'est pas sans réaction face à l'inconfort causé par l'errance des bovins. Des animaux ont été saisis et vont être confiés à la direction régionale des ressources animales et halieutiques, soutient le préfet de région. Dans le cadre du comité de sensibilisation, nous avons même ouvert un volet divagation des animaux dans la ville. Nous allons l'appliquer. On est toujours prêt à dire, voilà le gouverneur, là il est là, il s'en prend aux éleveurs, il fait ceci. Mais vous voyez, ce matin, on a failli avoir un accident, oui, de la circulation. Et c'est comme ça que j'ai récupéré ces bœufs pour fixer l'amende qu'il faut pour pouvoir les récupérer et les mettre en garde. La prochaine fois, nous allons utiliser ces bœufs pour les différents camps et les hôpitaux. Il ne faut pas que les bœufs, ce n'est pas normal que ces bœufs-là soient partout en ville. Donc, il y a déjà un arrêté d'interdiction et nous les interpellons. Sinon, ils vont subir vraiment la rigueur de la loi. Je ne sais pas quoi faire. Tout à l'heure, le préfet venait de me le dire de façon officielle, de prendre mon baptême de pèlerin, d'informer tous les parents et surtout de faire venir les propriétaires des bœufs afin de leur parler. Je crois que nous allons le faire parce que c'est vraiment embêtant dans la vie. La divagation des animaux, les autorités préfectorales et municipales entendent ne plus laisser prospérer ce phénomène qui ternit l'image de la ville portuaire, balnéaire et touristique de San Pedro.
On parle aussi religion dans ce journal. Le pèlerinage chrétien à Lourdes s'est terminé. Le dernier groupe de pèlerins catholiques est rentré il y a quelques jours. Cette édition 2018 a été marquée par le 160e anniversaire des apparitions de la Vierge. Occasion pour les pèlerins ivoiriens et burkinabés de prier ensemble pour renforcer la fraternité entre les deux peuples. Chantal Akandan faisait partie du voyage. Son témoignage. Au mois d'août de chaque année, ils sont des milliers de pèlerins à converger vers la ville sainte de Lourdes en France. Près de 1000 Ivoiriens ont pris part à ce rendez-vous spirituel. L'Assomption, c'est le couronnement de la vie de la Vierge Marie au ciel, où elle est élevée, corps et âme. C'est là-bas au ciel que la Vierge, l'Immaculée Conception, réunit tous les atouts pour intercéder en faveur de ses frères et sœurs de l'humanité. Nous sommes venus porter au pied de la croix tous nos péchés, tout notre fardeau ici au pied de Maman Marie, pour qu'elle intercède pour nous. Nous demandons de protéger la Côte d'Ivoire. J'avais toujours rêvé de venir et je suis là. Alors j'ai béni le nom de Dieu. Le pèlerinage à Lourdes devient ainsi un signe d'espérance pour les appelés. Comme chaque année, le chemin de croix, les temps de prière, de service, de rencontres, d'approfondissement de la foi, la procession mariale et le symbole du cierge allumé ont constitué les temps forts de Lourdes 2018. Et nous qui sommes ici, nous voulons être les témoins de cette volonté de chercher la paix par l'intercession de la Vierge Marie, par ce symbole de la lumière qui est son Fils, qui est venu pour nous éclairer et faire de nous un avec Dieu son Père. Comment oublier la grotte de Massabielle à Lourdes, là où Marie a fait sa première apparition à la petite Bernadette de Soubirou, il y a de cela 160 ans. Gloire à son nom. J'exhorte tous mes frères et sœurs à venir à Lourdes. Ce n'est pas une histoire, c'est vrai ce que l'on vit ici. Pèlerins ivoiriens et burkinabés, main dans la main, ont célébré ensemble une messe en hommage à leur fraternité. Les pères célébrants se sont adressés aux pèlerins dans une liturgie d'amour et de paix. Cette communion que nous avons vécue à travers cette prière ensemble, les chants ensemble, c'est déjà le présage que Dieu veut la paix à un niveau plus grand. Il n'y a pas de différence, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous venons tous à ses pieds pour demander peut-être une seule chose, la paix pour nos pays. J'étais vraiment émue quand j'ai trouvé mes sœurs et frères ivoiriens. On a communié ensemble. C'est la joie, c'est la paix. Au moins 5 millions de personnes visitent ce lieu saint. Chaque année, de jour comme de nuit, Lourdes continue d'être chaque jour un lieu privilégié de rendez-vous d'esprit et aussi des cœurs. Allons-y maintenant voir du côté du Mali, du Cameroun et du Yémen. C'est l'actu et c'est en bref. Depuis hier, le Mali a un nouveau gouvernement. La liste des membres a été publiée le 9 septembre à Bamako. Le nouveau gouvernement malien est composé de 32 membres contre 36 dans le précédent. L'on enregistre 12 départs, dont celui inattendu du ministre des Affaires étrangères, Thiéman Hubert Coulibaly, pourtant proche du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est remplacé à ce poste par l'actuelle conseillère diplomatique du chef de l'État malien, Kamissa Camara, très connue dans les ONG, qui prend notamment la bonne gouvernance. Le nouveau gouvernement malien compte 11 femmes. La ville de Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest du Cameroun, est soumise à un nouveau régime de liberté. Un couvre-feu a été instauré depuis hier à la suite d'une attaque de sécessionnistes sur un convoi de bus dans le village d'Akoum, à quelques kilomètres de la ville de Bamenda. Bilan, un mort et plusieurs blessés. La région est depuis lors sous couvre-feu. Des mesures, loin d'intimider les combattants qui se réclament de l'Ambazonie, république indépendantiste de la région anglophone camerounaise. 84 morts et plusieurs blessés au Yémen, c'est le bilan des affrontements qui ont eu lieu entre les combattants pro-gouvernementaux et les insurgés Houthis autour de la ville portuaire de Hodeïda, une région tenue par les rebelles. Les forces pro-gouvernementales ont réussi à atteindre la route principale reliant Hodeïda à la capitale Sanaa et d'autres provinces. Selon des responsables militaires yéménites, l'aviation de la coalition anti-rebelle sous commandement saoudien a lancé des raids aériens.
Les bombardements ont fait 73 morts dans les rangs des assaillants. La guerre au Yémen fait rage depuis 2014. Bilan établi à ce jour, plus de 10 000 morts. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je rappelle ce qui fait l'essentiel de l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Ce lundi 10 septembre, c'est la rentrée des classes, le premier jour de l'année scolaire 2018 et 2019. Et pour donner le top départ de cette rentrée, Kandia Camara s'est rendue au groupe scolaire adjoint dans la commune de Cocody. La ministre de l'Éducation nationale a échangé avec élèves et parents, exhortant chacun d'entre eux à se mettre au travail pour une école qui est en marche, une école en marche et qui réussit. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ici même demain à 13h.